Salut à tous, bienvenue à Quoi de Neuf, à votre émission quotidienne qui nous permet d'aborder des problèmes de société. Ça peut être également pour nous l'occasion d'annoncer des événements. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment parler d'actualité avec le phénomène de la retraite qui est peut-être mal perçu, vous l'avez pu le constater d'ailleurs. Et j'ai à mes côtés Valérie Vertal-Loriot du SNES FSU. Valérie, bonsoir, bonjour. Bonjour en tout cas, bonjour Michel. Alors, on va pas dire syndicaliste ou militante, comment on te définit les deux? Je suis au départ une militante, mais je suis aussi et surtout, on me connaît en tant que syndicaliste, mais je suis une militante de manière globale de la négritude déjà, mais aussi je défends mon métier, je défends mes collègues et je suis une syndicaliste. Alors justement, on a parlé de militante, de syndicaliste, ça te dérange pas que tu portes les deux casquettes en même temps, non? Non, mais c'est pas deux casquettes. Un syndicaliste est un militant, un militant social. Donc, j'ai pas deux casquettes, j'ai une seule casquette. C'est vraiment du militantisme que d'être un syndicaliste. Oui. Bon, on va aller faire une petite digression. On a eu une polémique sur les drapeaux, etc. ces derniers temps. Est-ce que tu as été sensible à ça, à tout ce remue-ménage qu'il y a eu autour de cette histoire de drapeau d'hymne de la Martinique? Oui, j'ai été sensible à ça, naturellement. Et puis, j'ai participé au vote. Je ne peux pas non plus parler de quelque chose et puis ne pas y participer volontairement. Non, moi, j'ai participé au vote. Et clairement, aujourd'hui, même si ça s'est passé, le système de vote a été remis en cause, etc., il y a eu quelques difficultés, il faut le dire aussi. Oui, j'y ai participé et aujourd'hui, le rouge, vert, noir me représente très bien. Ouais. Alors justement, on va arriver sur la retraite, mais justement concernant, parce que c'est tout un pack, on va dire ça comme ça, l'adaptation des programmes, parce qu'il y a souvent des gens qui trouvent que les programmes ne sont pas adaptés à nos régions, etc. Est-ce que là tu es sensible à ça ou bien tu appliques les instructions à la lettre telles qu'elles sont? Alors, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais beaucoup de choses qui ne sont pas la vérité. Ah bon? Il faut savoir que c'est une obligation que de faire intervenir à l'intérieur de nos programmes tout ce qui concerne les Antilles et la Martinique plus particulièrement. C'est une obligation légale. Donc, au niveau de chaque classe, il y a des focus qui sont faits par les instructions officielles sur nos programmes locaux. Donc, on dit souvent, on ne fait pas l'histoire de la Martinique, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je n'aime pas tellement le terme d'adaptation des programmes. Mais justement, attends, tu vas continuer après. Parce que les gens, souvent, on a l'impression qu'on cherche des opportunités pour glisser à ça et là. Par exemple, le commerce triangulaire. Est-ce que l'obligation, elle est là, on peut le faire en toute légalité? Tu as choisi l'exemple clé parce que le commerce triangulaire, il est au programme national. Donc aussi en France, ils le font. Il est au programme national. Donc en classe de quatrième, exactement. Il est déjà au programme national. Mais à chaque moment, on fait des focus dans les thèmes globaux, nationaux. On fait des focus sur l'histoire locale. Donc quand on dit qu'on ne parle pas des Antilles, ce n'est pas vrai. Et puis je crois aussi qu'il n'est pas question non plus de faire que les Antilles et les rapports des Antilles avec la France dans des programmes. On n'est pas là pour fermer non plus les élèves sur eux-mêmes. On est là aussi pour ouvrir leur esprit, pour voir ce qui se passe un petit peu ailleurs, etc. Donc, il n'est pas question non plus de ne faire que ce qui concerne les Antilles. Ça n'aurait pas de sens non plus. Parce qu'on est dans un système monde et il faut aussi savoir ce qui s'est passé ailleurs pour être en capacité de comparer l'histoire, la géographie de tous les États, de toutes les régions du monde. Donc, bien évidemment que c'est important de savoir notre histoire et on le fait parce que c'est obligatoire. Mais il n'est pas question non plus de faire que ça. Donc, à chaque fois, et c'est pas seulement en histoire géo, il faut se dire qu'en SVT, par exemple, ils traitent de la faune et de la flore locale, etc. En art plastique, ils font l'art, les grands artistes martiniquais, enfin, dans un petit peu toutes les disciplines, en musique. Dans la civilisation amérindienne, par exemple, tu as de bons exemples, justement, où on pourrait exploiter l'art graphique. Tout à fait, même en musique. Ils étudient la musique de chez nous. Donc, quand on dit qu'on étudie que la France, et en plus, c'est même pas vrai parce qu'on n'utilise pas que la France. Je donne juste un exemple. Au terminal, dernièrement, on a étudié quoi? Le conflit israélo-arabe. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut étudier de la maternelle à la terminale que les Antilles? Non, il ne s'agit pas de ça non plus. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Il y a beaucoup d'avancées aussi,
Donc, il faut aussi reconnaître, il ne s'agit pas de déclarer sans savoir, il s'agit de regarder précisément le programme, de regarder précisément les instructions officielles, et à partir de ça, on peut parler. Parce que beaucoup de choses qui nous concernent, dans tous les domaines, sont étudiées à l'école. Voilà. Mais justement, pour avoir fait partie de ce corps-là, le corps des enseignants, notamment d'histoire et géographie, on constate que, par exemple, par le passé, en général, les enseignants d'histoire et géo étaient catalogués de nationalistes, d'indépendantistes, etc. Il y avait une vague. Est-ce que chez vous, la nouvelle génération, on retrouve ce phénomène-là? Je n'en ai pas l'impression. Je n'en ai pas l'impression du tout qu'on soit catalogué comme nationaliste ou indépendantiste. Mais enfin, les gens, ils sont quand même libres d'être nationalistes et indépendantistes. Cependant, naturellement, on est dans un système où on ne doit pas faire intervenir ses idées politiques à l'école. Donc, on est là pour enseigner des programmes. On a des instructions, on est des fonctionnaires. Il faut pas oublier ça. Hein. Mais les gens sont libres d'être des nationalistes et des indépendantistes. Il en faut aussi chez nous, pourquoi pas. Voilà. Alors là, on va revenir sur la retraite des enseignants. Qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui ne dérange pas? D'abord, la notion de pénibilité au travail. On en a longuement parlé ces jours-ci, on en reparle encore. Est-ce que tu estimes que dans le cadre de ta profession d'enseignante, ce rapport-là doit jouer? Pénibilité au travail, il faut le prendre en considération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pénibilité est considérée surtout comme une pénibilité physique. Dans notre métier, c'est-à-dire des gens qui ont un travail physique difficile. Alors que dans notre métier, il ne s'agit pas du tout de pénibilité physique, il s'agit de pénibilité intellectuelle et morale. Parce que ce n'est pas toujours simple d'avoir à faire face à une société qui a changé, donc avec des élèves qui ont changé. Et plus on grandit, plus on vieillit, plus les choses sont difficiles face aux élèves. Il faut bien savoir il faut bien se rendre compte que ça peut être un métier pénible. Il ne l'est pas systématiquement. Il ne faut pas non plus faire croire que c'est la catastrophe quand on est enseignant, tellement c'est pénible. Non, c'est pas du tout ça mon propos. Mais plus on grandit, plus c'est difficile face aux jeunes générations. Donc c'est quand même inacceptable que l'État considère qu'un enseignant, il faut pas oublier non plus, qu'un enseignant va rentrer plus tard dans le monde du travail, parce qu'il fait des études. Il y a des études longues qui sont nécessaires pour pouvoir devenir enseignant, pour passer le concours. Avec j'ai envie de dire, quelque chose de lissé en termes d'études et en termes de passage de concours. Si on regarde le nombre d'années pour faire ces études, c'est à peu près 5 ans, sans aucun redoublement, etc., plus le concours, 2-3 ans. Quand on refait le calcul pour l'âge de la retraite, c'est 67, 68 ans. Oui, mais justement, Valérie, là... Est-ce que c'est acceptable de continuer à enseigner quand on est quand même fatigué, quand on a des difficultés avec la jeune génération? Il ne s'agit pas du tout de pointer du doigt des collègues, mais il faut que l'institution ne nous mette pas en danger en nous maintenant au travail. Et ça aussi, on est quand même dans un contexte politique particulièrement difficile. On a eu le Covid, il y a des prix qui augmentent, etc. Et c'est maintenant qu'on décide d'allonger de 2 ans, c'est-à-dire de 8 trimestres supplémentaires des personnes qui devront donc travailler plus, passer à 43 annuités, passer à 43 annuités. Et est-ce que c'est le moment de faire ça? J'ai envie de vous dire, c'est jamais le moment pour une réforme des retraites. Mais là, on considère que, au-delà du fait que ce n'est pas le moment, c'est mettre en difficulté des collègues qui, au bout de certain âge, sont fatigués. Il existait quelque chose avant qu'on appelait la CPA, la cessation progressive d'activité, qui permettait, parce que l'institution avait compris qu'enseigner et de continuer à enseigner aussi tard, c'était difficile. Donc, ils mettaient des demi-services aux 2 dernières années de travail. Donc, les collègues travaillaient moins. Il y avait un aménagement. Il y avait un aménagement. Parce qu'on sait que c'est un métier difficile. On sait qu'il peut y avoir des difficultés. Et aujourd'hui, on a supprimé la CPA, ça c'est clair, mais en plus, on peut faire travailler davantage. Il y a d'autres moyens pour trouver du financement aux retraites. Si on augmente les salaires, par exemple, on y arrive, on peut mieux financer les retraites. Alors justement, on a parlé de pénibilité, etc. Tu as expliqué plus ou moins qu'en fait, chez l'enseignant, c'est, on peut dire, un phénomène d'usure.
Oui, voilà, clairement. L'usure, j'étais avec une dame tout à l'heure, un médecin là, on parlait des premiers symptômes qui se manifestent, des pertes de mémoire, etc. Sur les nerfs également, ça agit. De fatigue. Oui, parce que les enfants sont difficiles, c'est normal. C'est une autre génération. C'est une autre génération, mais au-delà du fait que ce soit une autre génération, naturellement, quand on est enfant, on bouge davantage, etc. Il faut pas oublier qu'il y a les PE aussi, les collègues qui sont dans le premier degré. Les collégiens, vraiment, c'est toute une découverte de soi-même, etc. Ils bougent beaucoup. Ce n'est pas facile pour un collègue d'avoir 66, 67 ans devant des élèves. C'est extrêmement difficile. Au-delà de tout ce qui est le métier véritablement que pour la plupart on aime, mais enfin, il faut comprendre aussi qu'il y a cette usure, cette pénibilité qui est de plus en plus insupportable plus on grandit en fait. Alors justement Valérie, il y a un élément très 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 important, on parle de pénibilité, on parle etc. du travail, parce que les gens imaginent que 18 heures de présence en salle, il faut multiplier ça par 2, au moins. Donc ça fait au moins 35 heures de travail effectif. Alors, il y a eu des études, on dit que les enseignants français travaillent 43 heures par semaine. Voilà. C'est 43 heures, parce qu'au-delà des heures de présence devant des élèves, il y a de la préparation de cours, il y a des corrections de copies, et puis il y a tout un ensemble de tâches qui sont devenues, que l'on a empilées. Il y a beaucoup de tâches qui ne relèvent pas obligatoirement de nous et qu'on a empilées petit à petit. Donc, il y a véritablement de plus en plus de tâches dans ce métier-là. D'heures de responsabilité, on va dire. Voilà. Parce que surtout, ce qui est très important, alors là, on va arriver sur un chapitre peut-être qui va te faire réfléchir. Prends au même indice, à la même ancienneté, le tarif d'un professeur de lycée à Paris et puis en Martinique. Tu vas constater une énorme différence. Alors, lorsqu'on parle il y a les 40%, naturellement. Il y a les 40%, mais les gens trouvent que nous sommes des privilégiés. Les enseignants en Martinique, aux Antilles en général, nous sommes des privilégiés, que nous ne plaindre comme nous. Alors, quel est ton regard sur ça? J'ai envie de dire que chacun pense comme il veut. Cependant, s'il y a 40%, c'est parce qu'il y a une situation de prix qui sont extrêmement élevés. Bien évidemment, on touche plus que nos collègues, mais si on touche plus, c'est tout de suite... Le pouvoir d'achat, il est exactement le même que celui de France, puisque les prix sont moins élevés chez eux. Donc, l'un de l'autre, on est pratiquement au même niveau, puisque eux, ils payent leurs courses beaucoup moins cher. Nous, on les paye avec les 40% supplémentaires. Et puis, il faut pas voir les choses comme ça. Je crois qu'il faut plutôt se tirer vers le haut. Il faut aussi se dire que les enseignants, notamment aux Antilles, sont beaucoup des soutiens de famille. Ils aident leur famille, ils aident leurs enfants, ils aident des fois leurs sœurs, leurs frères, etc. Parce que, justement, ils ont cette possibilité, même si elle est limitée par ce que je viens d'expliquer, à savoir les prix qui sont extrêmement importants. Ils sont des soutiens de famille et ils tirent aussi un petit peu l'économie. Tous les fonctionnaires, il ne s'agit pas seulement des enseignants, il y a les fonctionnaires territoriaux, les fonctionnaires hospitaliers, il n'y a pas que les enseignants à toucher 40%. Donc, à un moment, il faut se dire que mieux vaut qu'on soit tiré par le haut, tant mieux si certains bénéficient des 40%. Moi, je serais à la limite pour que tout le monde bénéficie des 40%. Souvent, on entend des discours, il faut leur enlever. Non, mais moi, c'est pas comme ça que je prends les choses. Je préfère qu'on donne à tout le monde. Même si, bien évidemment, ce n'est pas facile pour les entreprises, il y a tout cet aspect-là. Alors, souvent, on entend également, etc., on est en Martinique, on est en plein là-dedans, là, justement, qu'il y a des enfants qui sont à Paris, etc., il y a beaucoup de jeunes qui ont préféré choisir pour leur avenir, je ne vais pas dire de s'expatrier, mais choisir l'extérieur. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce qu'on a dit, vivre en pays comme pas mal de personnes, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je crois vraiment que avoir nos jeunes chez nous, c'est aussi leur donner la possibilité de travailler. Aujourd'hui, on voit la catastrophe de l'économie martiniquaise. Moi, je comprends qu'un jeune... moi, j'ai envie que les jeunes ils partent faire des études à un moment parce que ça permet d'ouvrir l'esprit, de voir autre chose que la Martinique, etc. Mais qu'ils reviennent. Parce que la Martinique a compté sur eux. Les a éduqués à travers les... Parce que tu as un déclin démographique, il faut parler aussi de tout ça. Bien évidemment qu'il y a un déclin démographique. Ça commence à devenir inquiétant, là. Ouais. Oui, c'est inquiétant quand on voit le nombre d'élèves en moins chaque année dans nos salles de classe, mais naturellement qu'on est inquiet. Il faut qu'ils puissent revenir, mais on ne peut pas demander à un jeune de revenir et puis qu'il retourne en Martinique et qu'il n'ait pas de travail.
Donc, il faut développer aussi le secteur économique, les emplois. Et quand on voit nos chiffres de chômage, je comprends. Il faut des politiques, de vraies politiques de retour au pays. Et l'État aussi devrait investir sur ça. Parce que l'État est conscient de ça. Donc, quand on dit tous les jours, on supprime trop de postes dans l'éducation nationale. Si on permet à plus de personnes de rentrer, en général, ce sont les plus jeunes qui vont aussi faire des enfants en Martinique, qui vont travailler en Martinique. Et quand bien même on aurait un nombre d'élèves par classe inférieur à celui de France, l'État doit investir sur notre éducation. Il ne le fait pas. Donc, il me semble que l'État a sa part de responsabilité aussi dans ce dépeuplement. Mais dans cette affaire-là. Ben, bien sûr, et chacun devrait mettre du sien pour pouvoir permettre aux jeunes de travailler sur le territoire. Et on ne peut pas dire à un jeune, tu es formé, tu as un bac plus 5, plus 6, plus 7, tu reviens en Martinique et puis tu ne vas pas travailler ou travailler à un métier qui ne correspond pas à tes qualifications. Et puis tu seras payé au lance-pierre. Ce n'est pas acceptable non plus. Donc il faut de vraies politiques publiques pour permettre à nos jeunes de retourner, mais aussi pour permettre à nos jeunes de rester sur le territoire. De les fixer sur le territoire. Je vois que petit à petit, il y a une politique qui est développée dans le post-bac pour pouvoir avoir plus de formations post-bac en Martinique pour leur permettre de faire leurs études en Martinique, etc. Même si, moi, je crois profondément qu'à un moment, c'est pas mal de partir, même si on revient chez soi. Tu sais, j'ai un ami qui s'appelle M. Loutoubi, que tu dois connaître, de la mission locale de la Cabestère, etc., qui m'expliquait que souvent, tu as des bacs 5, 4, 5 qui arrivent là. Comment tu expliques ce phénomène-là? Est-ce que justement, ces enfants-là, le plus souvent, qui ont déjà des enfants, des jeunes... Mais c'est la situation de l'emploi en Martinique. C'est la situation des jeunes responsabilités familiales, quoi. Bien sûr. On en a parlé dernièrement sur ce plateau des AED, des assistants d'éducation. Il y en a plein qui sont très diplômés, qui sont obligés d'être surveillants dans l'éducation nationale. Il y a ça aussi. Ah oui, c'est avec toi que je parle il y en a qui cumulaient même des études. Mon ami a 3 licences, 3... Mais c'est ça. Pour ne pas perdre le job, quoi. Mais le problème, c'est que c'est la situation économique, la situation de l'emploi sur notre territoire qui n'arrive pas à absorber, en fait, ces jeunes qui ont des diplômes et qui ne peut pas leur permettre d'avoir un emploi. Si on leur dit de revenir en Martinique, on les paye 2 000 € et vu leur qualification, ils sont payés 5 000 € ailleurs. Voilà, quoi. Le choix, il est vite fait. Et derrière aussi, c'est tous les problèmes que ça pose. Ils remontent aussi vers les pays du Nord. Mais bien sûr, et tous les problèmes que ça pose aussi. Des problèmes familiaux, Canada, avec les parents qui vieillissent, avec le fait qu'ils soient éloignés. Enfin, tout ça n'est pas simple, mais il faut des politiques publiques. Il faut des politiques publiques. Alors finalement, concernant, parce que tu étais venu plutôt pour la retraite, qu'est-ce qu'on va... Bon, je ne vais pas dire que tu vas leur demander de faire un choix, mais de bien réfléchir concernant le montage également des dossiers de retraite, parce qu'il y a... Naturellement, tu es syndicaliste, donc, je suis syndicaliste. Et bien évidemment que la FSU, ma fédération, et mon syndicat, le SNES, nous sommes pleinement engagés dans la lutte contre la réforme des retraites. On a fait les 3 dernières journées. On a fait celle du 19 janvier, celle du 31. Hier, on était encore dans la rue. Le 7, on était encore dans la rue. Et à chaque fois qu'il y aura des appels, on va être dans la rue. Il y a aussi l'appel du 11 de samedi. Ben justement, oui. Voilà. Il y a une conférence de presse intersyndicale. On fait partie de l'intersyndicale qui se bat contre la réforme des retraites. Et on échange. Hier, on était en réunion. Il y en aura une. Et il y a une conférence de presse demain où on va échanger pour pouvoir dire à la Martinique que la Martinique, elle aussi, est impliquée dans ce combat. Parce qu'on a souvent l'impression que les questions nationales ne nous concernent pas. Si elles nous concernent, c'est au cœur. Ouais. C'est au cœur aussi de notre bataille. Bien sûr que la Martinique toute seule ne pourra pas faire changer les choses, mais la Martinique, avec tous les autres départements, toutes les autres académies, toutes les autres régions peuvent faire pencher la balance. Et c'est ça que j'essaie de dire à mes collègues au quotidien. Au-delà de faire grève, venez dans la rue. C'est important de manifester, qu'on compte
le nombre de manifestants. Parce que notre chiffre s'ajoute aux chiffres nationaux. On ne compte pas que les manifestants de Paris. Il n'y a pas que la manifestation parisienne. Mais oui, qui compte. Souvent c'est ça. Le matin, je regarde ça sur le CI. Non, c'est les manifestants de tous les départements français qui comptent. La semaine dernière, justement, j'étais en Conseil national du SNES. Donc, j'ai participé à la manifestation de Paris, qui était énorme. Ils ont même dû faire un deuxième parcours, un parcours de délestage, tellement il y avait du monde. Mais les manifestations qui comptent ne sont pas... La manifestation de la Martinique ne compte pas moins que les manifestations des autres régions. C'est les chiffres qu'on ajoute de tous les départements pour avoir le total de manifestants en France. Et c'est important, au-delà de faire grève, bien évidemment, c'est déjà très bien de faire grève, mais aussi de venir dans la rue. Bon, je crois qu'on est en capacité de donner 3 heures quand on défend une cause. Voilà, donc tu m'as parlé du grand mouvement du 11, il y a un mouvement qui arrive là très 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 bientôt. Eh ben, on est dans les dernières secondes de l'émission. Tu vas lancer un appel au corps enseignant pour pouvoir donc adhérer totalement à naturellement, on fait partie de ceux qui vont appeler le 11 à manifester. Tout n'est pas encore complètement bouclé au niveau de l'intersyndicale, mais de toutes les façons, très vite, tout le monde saura ce qu'il en est concernant le lieu de la manifestation, l'heure du rendez-vous, etc. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez bien compris, vous vous battez pour vos retraites, pour votre travail pour rester en Martinique surtout. À très bientôt. Les enseignants, coucou.